Salut, c'est Monsieur Kawa. Dans cet épisode, on va parler d'une voiture qui fête ses 25 ans cette année et qui vous a probablement accompagné de près ou de loin dans votre vie. Il s'agit du Renault Mégane Scénic première génération, phase 1, commercialisée entre 1996 et 1999. Pour bien comprendre le positionnement du modèle et comment Scénic est arrivé sur le marché en 1996, il faut revenir en arrière dans le temps et plus précisément en 1984. En avril 1984, Renault présente un véhicule qui inaugure un nouveau segment en France. Il s'agit d'Espace. Créé et fabriqué par Matra en utilisant des matériaux composites, il sera d'abord proposé à Peugeot et Citroën en 1979 et 1982 respectivement, qui refuseront pour des questions économiques. Matra le proposera ensuite à Renault via le projet P23 en 1982, véhicule haut de gamme qui proposait de très bonnes performances pour l'époque. Son principal argument de vente sera sa modularité. Siège avant pivotant, siège arrière indépendant et démontable, l'habitacle d'espace qui peut facilement se transformer en salon permet une infinité de possibilités dans un volume extérieur restreint. Petite note d'ailleurs, le fameux plancher plat qui permet cette versatilité était une imposition de Renault pour pouvoir le transformer en utilitaire à moindre coût si les ventes ne suivaient pas. Même si les débuts seront difficiles avec seulement 9 exemplaires commercialisés le premier mois, Espace deviendra l'un des succès de la marque. En 1987, Patrick Lequiémont arrive à la tête du design de Renault où il restera jusqu'en 2009 et il sera celui qui révolutionnera le style de la marque aux losanges. Le premier projet sous sa direction sera présenté au public au Mondial de l'Automobile de Paris 1988. Il s'agit d'un prototype de berline haut de gamme, plutôt sportif avec des portes coulissantes qui s'appelle Mégane. À la fin du salon, il envoie un bilan à la direction et glisse 2 esquisses de Jean-Pierre Plouet qui correspondent à 2 projets et finalement 2 idées. La première, basée sur la Passion, deviendra le coupé biplace Laguna, présenté au Mondial de l'Auto 1990 et qui donnera naissance au Spider de 1996. Le deuxième, Minimax, est un monovolume compact basé sur le projet W64 qui était en phase d'étude et qui remplacera la Renault 19. Au salon Franfran 1991, Minimax prend forme et devient le concept car Scénic. Alors si vous pensez que le nom Scénic a un rapport avec la scène ou le théâtre, eh bien je suis navré de vous annoncer que ça n'a strictement rien à voir. En réalité, Scénic est un acronyme anglais qui signifie concept de sécurité inclus dans une nouvelle voiture innovante. Parce que oui, le maître mot de ce concept, c'est la sécurité. Il arbore une forme monovolume avec une large surface vitrée, il est équipé d'un moteur essence 2 litres associé à une transmission aux 4 roues et il incorpore énormément de solutions de sécurité. ABS couplé à une boîte automatique, une première mondiale, accès via 2 portes latérales coulissantes côté droit, détecteur de fatigue, ceinture arrière adaptée aux enfants, etc. Le premier modèle qui reprendra la forme monovolume ne sera pas Scénic, mais Twingo en 1992, Twingo qui était considéré à l'époque par Renault comme un monospace urbain. En 1995, la version définitive du projet W64, qui remplace la Renault 19, est présentée. Il s'agit de la berline compacte Mégane, reprenant ainsi le nom du prototype de 1988. Le remplacement s'annonce compliqué, la 19 s'était très bien vendue en Europe et profitait d'une bonne image en Allemagne grâce à sa qualité de fabrication. Mégane reprend la base et les moteurs de la 19, qui dérivent eux-mêmes des Renault 9 et 11 du début des années 80, avec un style plus arrondi. La gamme Mégane verra aussi l'arrivée de la version coupée, de la version cabriolet Karmann, ainsi que de la berline à malle classique quelques mois plus tard. Et enfin, en septembre 1996, c'est donc Minimax puis Scénic qui deviennent réalité avec la présentation de la version définitive nommée Mégane Scénic. Reprenant le châssis et les moteurs de la berline 5 portes, elle sera l'initiatrice du segment des monospaces compacts, se plaçant entre la Twingo et l'Espace 3, aussi sorti en 1996. Au début, Renault n'y croyait pas vraiment. Pas de version break pour ne pas lui faire d'ombre, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'apparaîtra que sur la phase 2. Prix plus élevé que la berline et finalement sous-estimation des ventes du modèle. Mais, et contre toute attente, Scénic sera un succès immédiat. Élu voiture de l'année 1997, les ventes explosent et Renault est contraint d'ajuster les cadences de production à la hausse, passant de 400 unités par jour à environ 2500. D'ailleurs, en 1997, Scénic représente environ 32% des ventes de Mégane selon Libération. Mégane Scénic connaîtra 2 phases. La première sera vendue de 1996 à 1999 et la deuxième, qui est mieux équipée mais moins qualitative, le sera de 1999 à 2003 avec l'apparition de RX4, premier et seul Scénic 4x4. La phase 2 se reconnaît à l'extérieur avec ses gros feux, à l'avant une calandre différente et à l'intérieur c'est la planche de bord qui sera retouchée avec l'apparition d'un nouveau compteur, de nouveaux volants, le passage des aérateurs centraux à une version carrée et l'apparition sur le chapeau de planche de bord d'un rangement supplémentaire. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
Le nuancier était plutôt sobre pour l'époque. On retrouve des teintes opaques, métallisées ou nacrées, les deux dernières étant vernies. J'ai essayé de résumer les teintes disponibles tout au long de la carrière du Scénic phase 1 sur cette image en étant le plus précis possible au niveau de la colorimétrie. Ces teintes n'ont pas toutes coexisté en même temps puisque certaines en ont remplacé d'autres. Et sur l'image, la structure s'organise avec le type de peinture en haut, le nom de la teinte au centre et le code couleur chez Renault, 3 chiffres en bas. On peut noter que Fjord, qui est catalogué comme un vert, code commençant par un 9, est en réalité un gris avec un reflet un peu verdâtre, mais qui se différencie de l'hologramme assez facilement. Idem avec le rouge cerise et le rouge nacré qui semblent similaires mais qui en réalité se différencient à la lumière du soleil. Pas de teinte noire ou tirant sur le marron, les seules folies étant le jaune d'or et le vert tilleul. Si vous voulez prendre votre temps pour observer le nuancier, je vous invite à faire pause. Pour ce qui est des finitions, elle sera initialement lancée avec 3 finitions qui ne reprennent pas la nomenclature de la berline, RTA, RTE et RXT. Le nom de ces finitions peut varier selon le marché, on peut retrouver des RN aux Pays-Bas par exemple. Et il y aura aussi pas mal de séries spéciales ou limitées comme Alizé, Fiji, Air, Aida, Aegeus ou Kaleido. RTA est la version d'accès qui se reconnaît extérieurement par le monogramme sur la portière conducteur ainsi que les boucliers en plastique brut noir. Niveau équipement de série, on retrouve entre autres le contour électronique, les vitres avant électriques, le rétroviseur manuel, le volant en 2 branches avec direction assistée, les 3 sièges arrière indépendants où seul le central est coulissant, l'essuie-glace arrière, la fermeture centralisée avec commande à distance, le témoin de ceinture conducteur et de porte mal fermée, ainsi que le rétroviseur asphérique côté conducteur pour les angles morts. Du côté des options, on note la présence de l'ABS, des vitres teintées, de l'airbag conducteur, du pack clim plus vitres teintées, de l'autoradio cassette Philips Radiosat 4000 ainsi que la peinture métallisée. RTE est la version milieu de gamme. En plus de ce que j'ai cité pour RTA, on a en série les appuis-têtes inclinables à l'avant qui sont simplement réglables en hauteur sur RTA, les appuis-têtes à l'arrière, les vitres teintées, le réglage en hauteur du volant, le siège conducteur réglable en hauteur avec réglage des lombaires, ainsi que l'autoradio cassette Philips Radiosat 4000 avec les commandes au volant et le kit éclaté à l'avant. Pour les options, on retrouve l'ABS, l'airbag soit conducteur et passager, la clim, le pack vision avec les anti-brouillards et les rétroviseurs électriques et dégivrants, la possibilité d'un double toit ouvrant teinté entrebâillant avec vélum, et le pack aménagement avec les rangements sous les pieds des passagers, la prise 12 volts à l'arrière et les sièges arrière latéraux coulissants. La peinture métallisée, là encore dans la liste des options, avec les barres de toit et l'autoradio cassette 6 haut-parleurs et l'autoradio CD 6 haut-parleurs de marque Philips. RXT est la version haut de gamme, mais c'est aussi la finition de mon Scénic. On a l'airbag conducteur associé à un volant 4 branches moussé, le pack vision, c'est-à-dire les anti-brouillards et les rétroviseurs électriques et dégivrants, le pare-brise athermique, reconnaissable à sa teinte violette, le pack aménagement avec les rangements sous les pieds des passagers, la prise 12 volts à l'arrière et les sièges arrière latéraux coulissants, la clim, le tiroir de rangement sous le siège conducteur, les boucliers avant-arrière peints en gris, ainsi que les enjoliveurs Cabourg sur des jantes tôle de 14 pouces. En option, la liste est quasiment identique à RTE avec l'airbag passager, le Radiosat 6000 avec fente CD en façade, le Radiosat 6010 avec cassette en façade et chargeur 6 CD Alpine sous le siège conducteur, les jantes alliages Breat, le double tour ouvrant ou encore la peinture métallisée. Mais l'option la plus rare est le système GPS Carmina qui ne fonctionnait uniquement qu'en Ile-de-France en utilisant le système RDS de la radio pour l'infotrafic en temps réel et il était malheureusement incompatible avec le pare-brise athermique. Comme dernière information sur les finitions de série, juste indiquer qu'un pack polychrome avec les sièges d'une couleur différente était disponible en option. En 1998, l'ABS et le double airbag frontal arrivent de série sur toutes les versions. Et en 1999, peu avant le restylage, RTE gagne en série les anti-brouillards et les boucliers peints couleur carrosserie, tandis que RXT obtient les airbags latéraux, l'autoradio CD, les jantes alu ainsi que les vitres arrière électriques. Les dernières unités de 1999 seront aussi équipées du compteur et du volant de la phase 2 qui n'était pas encore sorti à l'époque. Du côté des séries limitées, les plus intéressantes sont Aegeus et Kaleido. Ce sont des séries spéciales, limitées à 5000 exemplaires chacune, très bien équipées qui sont apparues entre 1998 et 1999. Aegeus apparu en 1998, basé sur la finition RXT, on retrouve en plus en série la peinture métallisée, le Radiosat 6000 CD, l'ABS, les 2 airbags frontaux, 4 vitres électriques au lieu de 2, les jantes alliage 14 pouces, Etretat sur le 1,6 litre, Breat sur le 2 litres essence et le 1,9 litre DTI, ainsi que les barres de toit et les boucliers et les rétroviseurs couleur carrosserie.
En option, l'élément différenciant est la présence de la sellerie cuir Magena Atlantide. On retrouve aussi le double toit ouvrant et le GPS Carmina. Kaleido, lui, se fait remarquer par la sellerie, assortie à la teinte de la carrosserie, au nombre de 5. Nymphéa, jaune d'or, rouge cerise, bleu lazuli et hologramme. Basée elle aussi sur RXT et sortie en 99, on retrouve en plus les boucliers et les rétroviseurs couleur carrosserie, les airbags frontaux et l'ABS. En revanche, seules les vitres avant sont électriques, et en option, on a le toit ouvrant, les jantes alliage et les autoradios Radiosat 6000 CD et 6010 avec le chargeur 6 CD. Le prix tournait aux alentours de 147 100 francs, soit environ 2180 francs de plus que RXT. Du côté des motorisations, Scénic a connu 4 moteurs essence et 3 diesel tout au long de sa phase 1. Ils étaient dotés d'une boîte manuelle 5 vitesses et il existait aussi une boîte automatique proactive 4 rapports qui était initialement montée sur le 1,6 litre essence de 90 chevaux. Du coup, pour finir la présentation générale du modèle, je vous laisse un tableau avec les moteurs disponibles au lancement selon les finitions. Que vous le croyez ou non, Scénic est avant tout un véhicule pensé par les enfants pour les enfants. A l'époque, les ingénieurs qui travaillaient sur Scénic validaient les idées choisies auprès de leurs enfants en leur demandant de dessiner leur voiture idéale. Benoît Brochard, à l'époque adjoint en chef du projet Mégane, en parlera lors d'une interview dans le numéro 2656 de l'usine nouvelle en disant « Sur le papier, la voiture rêvée ressemble à une grosse bulle sans moteur, avec des toilettes pour faire pipi, des sièges qui se lavent, des grandes fenêtres, des rangements pour les Legos et des portes intérieures pour être isolés des parents quand on le souhaite. À l'exception des toilettes, l'architecture du Scénic répondait parfaitement à cette attente. Le style extérieur est signé Bill Hirsch, designer américain qui a décidé de conserver un style classique pour ne pas effrayer la clientèle qui n'était pas forcément habituée au monospace compact à l'époque. On a donc un dérivé du style du concept de 1991 avec une forme monovolume plutôt ovale. On retrouve les fameuses lignes ellipsoïdales avec la même découpe de portière arrière que sur la berline, ce qui peut être considéré finalement comme un élément de style. L'avant est lui aussi quasiment identique à la berline et finalement à Laguna de 1994 avec ses terres de voiture fâchées qui lui voient plutôt bien. On remarque l'utilisation du bec d'oiseau, qui est un rappel de la Renault 16 des années 60, et seul diffère le pare-choc avant avec le dessin de la grille qui n'est pas rectiligne comme sur la berline, des baguettes latérales différentes et un espace sous les feux plus important. Les boucliers gris sont l'une des spécificités de la version RXT, tout comme les enjoliveurs Cabourg de 14 pouces. Sur les côtés, on note la présence de monogrammes sur les baguettes de protection des portes avant, chose habituelle à l'époque et qui servait un petit peu de marqueur social. Sur celle du côté gauche, on aura la finition ou la série spéciale, et sur le côté droit, on aura tout simplement la motorisation. Le rappel de clignotant de couleur orange est situé sur l'aile. La surface vitrée est plutôt ample, paraît d'un bloc et reprend les lignes arrondies générales du véhicule. Et puis mention spéciale aux poignées de porte qui sont identiques à la berline et qui rappellent la signature donnée par Renault à la Mégane. A l'arrière, les blocs optiques reprennent le dessin et la structure interne des feux de la berline, avec des dimensions et une forme qui sont quand même différentes. Les spécificités de ce Scénic phase 1, qu'on retrouve aussi sur la version coupée, la version cabriolet de la Mégane, ainsi que sur l'Espace 3 sorti la même année. L'encadrement en plastique brut de la plaque d'immatriculation accueille aussi les antibrouillards arrière. Cet élément de style disparaîtra d'ailleurs sur la phase 2, probablement pour lui donner un air plus sérieux et moins jouet. Les dimensions sont compactes pour l'époque, avec une longueur totale de 4,14 m et un empattement de 2,58 m. On est très proche de la version berline 5 portes. La hauteur varie entre 1,59 m et 1,62 m selon les versions, et la largeur est d'1,72 m sans compter les rétroviseurs. Si pour l'extérieur, les designers n'ont pas voulu être fantaisistes pour ne pas effrayer la clientèle, pour l'intérieur, ils n'ont pas vraiment eu le choix et ce sont finalement les coûts de production qui se sont imposés. Il est quasiment intégralement repris de la version berline, même si on a quand même quelques différences, comme le porte-canette entre la console centrale et le levier de vitesse qui n'existe pas sur la berline, et qui permet d'accueillir les commandes des vitres arrière électriques, ou encore la commande des rétroviseurs électriques qui passe sur la tranche supérieure de la contreporte. En montant à bord, on remarque que le slogan des voitures à vivre, utilisé par Renault jusqu'au début des années 2000 et qui est de retour en 2021, n'était absolument pas usurpé. L'habitacle est vaste et lumineux, même sans le double toit ouvrant en option.
Les plastiques sont durs, plutôt bruts, avec un grain grossier mais bien ébavuré. L'avantage de ce type de plastique est qu'il vieillit bien dans le temps, il résiste assez bien aux rayures légères et au soleil, et l'assemblage est relativement bon pour l'époque avec peu de bruit de mobilier. Au niveau du poste de conduite, peu de lignes droites et pas mal de courbes. Renault oblige, le rétroéclairage reste orange, la teinte de la console centrale était assortie à l'ambiance de la tapisserie. Sur la partie supérieure de la console centrale trône l'affichage des portées qui affiche les infos de la radio, nom de la station, fréquence, piste CD ou cassette. À droite, on a l'affichage de l'heure au format 24 heures et juste en dessous, la température qui est récupérée via le capteur sous le rétroviseur droit. L'autoradio d'origine était un Philips Radiosat 4000 qui était uniquement cassette. Il a été remplacé ici par ce Philips Radiosat 6010 qui fait lecteur cassette en façade et qui est couplé à un chargeur 6 CD Alpine placé sous le siège conducteur, supprimant ainsi de ce fait le tiroir. Le tout est bien sûr pilotable via la commande derrière le volant qui tombe naturellement sous la main. Et à droite de l'autoradio, on a le bouton pour le warning et la double commande pour la fermeture centralisée. La climatisation est seulement manuelle puisque la clim automatique apparaîtra plus tard sur la phase 2 et elle est simplement composée de 3 commandes. Celle de gauche permet de régler la température, la centrale la direction du flux d'air avec des positions intermédiaires et celle de droite gère la vitesse de souffle. La touche en haut permet le recyclage d'air dans l'habitacle, elle est associée à une LED rouge, tandis que la touche AC, associée à la LED orange, permet d'embrayer le compresseur pour activer la climatisation. La clim est simple d'utilisation, même s'il est placé un peu bas et donc pas forcément atteignable en roulant. À côté de la clim, on retrouve le dégivrage des rétroviseurs et de la lunette arrière, et enfin tout en bas, on a la prise allume-cigare ainsi que le cendrier qui est démontable. La boîte à gants a une capacité ridicule à cause de la présence du bloc de ventilation de la clim qui empêche d'avoir de la profondeur. L'espace de rangement au-dessus de celle-ci est aussi l'emplacement de l'airbag passager sur les modèles qui en sont équipés, et dans ce cas-là, cet espace est fermé. En face du conducteur, le petit volant moussé 4 branches exclusif à la finition RXT permettait d'accueillir l'airbag et est seulement réglable en hauteur. Plutôt agréable en main, son seul défaut finalement, c'est le positionnement des deux boutons de klaxon qui sont introuvables quand on tourne le volant. Et il semblerait que Renault ait corrigé le tir ensuite puisqu'il existe une version similaire sans les boutons sur le volant avec le bouton klaxon déporté sur la pointe du commodo gauche. Le bloc compteur est lui relativement simple, on a 3 cadrans qui sont amples et lisibles. Celui de gauche est réservé à la jauge à carburant et à la température d'eau, avec leurs témoins d'alerte respectifs en dessous. On pouvait avoir en option l'ordinateur de bord qui était un petit écran situé au-dessus des aiguilles et qui permettait d'afficher des infos sur l'autonomie ou sur la consommation entre autres en le pilotant avec le bouton poussoir du commodo droit. Au centre, on a le compteur de vitesse avec un totaliseur kilométrique et journalier numérique qui affiche à la mise sous contact le niveau d'huile via 6 points. Et à droite, c'est le contour électronique qui récupère l'information depuis l'alternateur. Sur la tranche supérieure, on a les témoins et l'antidémarrage, le petit point rouge qui clignote. Et puis sur la partie basse, les témoins pour le frein à main, le catalyseur, la batterie et la pression d'huile. Les vitres à l'avant sont électriques, double commande sur la portière gauche avec commande à impulsion pour le conducteur et simple commande du côté passager. Elles sont placées un peu bas là aussi et sont un peu difficiles d'accès, mais sont rétroéclairées pour les retrouver facilement de nuit. Mais la meilleure partie du Scénic, elle se trouve à l'arrière. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il a été pensé pour les enfants, par les enfants. L'accès est ultra aisé, on a des tablettes aviation, des lampes au-dessus des portières, ce qui était parfait pour jouer à la Game Boy Color la nuit ou lire le journal de Mickey par exemple, et des bus de climatisation centrales et sous les sièges avant pour ne pas mourir de chaud ou de froid selon l'époque. On a des rangements un peu partout, aumônières derrière les sièges, deux rangements sous les pieds des passagers, à gauche et à droite, espace entre les haut-parleurs et les sièges passagers pour ranger une bouteille d'eau d'1,5 litre, ou encore dans les contre-portes avec un cendrier côté gauche. On remarque aussi la présence d'une trappe à ski avec 3 couvercles placés sous le siège arrière. La prise 12 volts qui est en série sur RXT via le pack aménagement permet de brancher des accessoires comme une glacière électrique par exemple, sans avoir à faire traîner le câble dans tout l'habitacle ou à condamner l'allume-cigare. On pouvait même remplacer à l'époque via les accessoires Renault Boutique le siège central par une glacière électrique. Le point fort du Scénic par rapport à la concurrence et ce qui a finalement fait son succès, c'est la modularité des sièges arrière qui reprend finalement le système et les idées de l'espace. Ce sont 3 fauteuils indépendants avec ceinture 3 points qui peuvent donc coulisser, se rabattre, se replier et même se démonter individuellement. Ils sont plutôt confortables et on ne ressentira pas de fatigue particulière sur les longues distances, même si le maintien latéral est carrément inexistant. Le siège central est plus étroit que les deux latéraux et une fois rabattu, il offre une surface en plastique dur qui peut servir de table par exemple. On peut aussi le retirer et n'avoir que 2 sièges à l'arrière, soit en position naturelle, soit rapprochés grâce aux différents ancrages disponibles.
Le démontage en lui-même est facile puisqu'il suffit de relever le siège et d'ouvrir les deux languettes pour le séparer du plancher. En revanche, chaque fauteuil pèse environ 20 kg et il faudra un lieu de stockage pour les laisser, ce qui finalement rend le système un petit peu moins pratique dans certaines situations. Dernier détail à l'arrière, les vitres ne descendent pas totalement. Alors ça peut être gênant pour les adultes qui ne pourront pas poser le coude sur la portière, mais c'est parfait pour les enfants en agissant comme une sécurité. Le coffre a un volume de 410 litres avec les sièges reculés au maximum. Ça paraît peu, mais c'est quand même 60 litres de plus que la berline. Mais en réalité, avec son ouverture carrée et son seuil de chargement inexistant, il reste très logeable, très facile à charger. Et il faut aussi prendre en compte que le véhicule est assez compact et qu'on peut avancer, voire retirer les sièges pour gagner en volume et arriver à 1800 litres environ. On peut compter aussi sur deux petits espaces de rangement avec couvercle sur les parois du coffre pour y ranger un bidon d'huile d'1 litre, des ampoules ou simplement accéder aux vis des feux arrière. Enfin, sous le plancher, on a une roue de secours en tôle de 14 pouces et sous cette roue de secours se trouve le numéro de châssis. Sous le capot, on retrouve le 1,9 litre DTI 100 qui fait en réalité 98 chevaux. Le DTI a débuté sa commercialisation vers mai 97. Il remplace le 1,9 litre DT de 95 chevaux, qui était en fait la version turbo du 1,9 litre diesel atmosphérique. Le 1,9 litre DTI est un 4 cylindres 8 soupapes qui fait 1870 cm3. Il est équipé d'un turbo et surtout l'injection directe, ce qui était la grosse nouveauté par rapport au moteur DT. Niveau performance, on obtient donc 98 chevaux à 4000 tours minute, un couple de 200 Nm à 2000 tours minute, c'est d'ailleurs le moteur le plus coupleux de la gamme. La vitesse de pointe s'élève à 173 km/h et le 0 à 100 est abattu en un peu moins de 13 secondes grâce à une boîte 5 vitesses plutôt courte et un point de contenu de 1365 kg selon la fiche technique. Le réservoir fait 60 litres, on peut avoir une autonomie d'environ 1000 km, donc 6 litres au 100 en moyenne, en ayant une conduite douce. Et avec une conduite brusque et pas mal de villes, on tombe à 700 km d'autonomie, environ 8 litres et demi au 100 en moyenne. Alors en général, on remarque qu'on a quand même pas mal de place dans la baie moteur pour y mettre les mains, surtout comparé aux véhicules actuels. La batterie est située sous le siège passager, ce qui est pas mal pour libérer de l'espace, mais pas forcément pour la changer malheureusement. On retrouve d'ailleurs une borne positive pour la démarrer avec les câbles sans passer sous le siège. Un peu en dessous, on voit le filtre à gasoil avec sa poire d'amorçage collée au calculateur moteur. L'alternateur, qui est l'élément le plus visible ici, réalise la tension de la courroie d'accessoires et envoie l'information au contour électronique via la petite prise noire. Au niveau du bloc moteur, le bouchon de remplissage d'huile ne fait pas office de jauge comme sur le DCI, qui sont arrivés sur la phase 2, ce qui n'est pas plus mal. La jauge, plutôt courte et en fer, assez peu visible avec le cache moteur à sa place, surtout quand elle a la tirette marron. Une fois le cache retiré, la jauge est largement plus visible, tout comme le filtre à huile qui est accessible depuis le haut moteur. Les injecteurs indépendants et alimentés via la pompe à injection sont eux aussi ultra accessibles. Pareil avec les bougies de préchauffage qui sont placées sur la partie avant du moteur, donc excellent point de ce côté comparé par exemple au HDI de PSA. Le turbo est caché derrière le bloc, mais on va l'atteindre beaucoup plus facilement par le dessous moteur, avec un espace de travail là aussi plutôt ample. Petit point rapide sur la boîte de vitesse dont l'embrayage est actionné par câble. Il est nécessaire de déposer le berceau moteur pour avoir l'espace suffisant pour faire tomber la boîte. Et puis autre point important à citer aussi, le soufflet de cardan côté gauche, côté boîte, est différent des autres et réalise en réalité l'étanchéité de celle-ci. Donc attention s'il est fendu ou cassé car il y a un risque de perdre de l'huile de boîte par ce soufflet gauche et finalement de casser la boîte. On va débuter ce test dynamique à la position de conduite. Le Scénic est un petit peu un SUV avant l'heure, avec une position de conduite plus haute que sur la berline. On a l'avantage d'avoir une meilleure visibilité sur la route. D'ailleurs, la visibilité périphérique est excellente avec des montants fins et des angles morts limités. En revanche, le gros souci, c'est la position typée fourgonnette, avec un volant vertical et les jambes à 90 degrés, ce qui, pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué, peut devenir assez douloureux ou désagréable au fil des kilomètres. Le siège conducteur est plutôt bien rembourré et confortable. Le maintien lombaire, qui est réglable, aide à ce confort, mais le maintien latéral est lui peu efficace et on a tendance à glisser dans le siège lors des virages un petit peu serrés. Niveau conduite, on a une direction assistée hydraulique avec une assistance constante, ce qui veut dire qu'on n'a pas de variation selon la vitesse. Cette direction est un petit peu lourde comparée à une direction électrique, mais on ressent plutôt bien les informations, elle n'est pas fatigante à manier et on n'a pas de jeu ou de flou dans la direction. Le véhicule se manie plutôt bien dans la circulation, c'est un petit peu comme manier une Clio 5 en termes de gabarit.
En ce qui concerne le châssis, on est sur un véhicule familial avec un réglage ultra souple qui va être bénéfique en ville pour les godanes et les aspérités de la route, qui ne se ressentent quasiment pas, mais cette souplesse se retourne contre nous avec une conduite dynamique. Centre de gravité au perché, voiture qui s'écrase sur les amortisseurs dans les virages, ce qu'on appelle de la prise de roulis, véhicule qui pique du nez dans les ronds-points, ce qui provoque du sous-virage et finalement la partie avant qui tire tout droit. C'est clairement un véhicule fait pour rouler aux limites légales, voire en dessous, limitant ainsi les effets désagréables et les mauvaises surprises, même si, et je tiens à le préciser, en ligne droite et sur une route non dégradée, le véhicule ne chaloupe pas. Sur autoroute, on a un véhicule qui va être un petit peu sensible au vent latéral à cause de la hauteur et finalement du centre de gravité qui est au perché. Et puis si on passe sur une petite bosse, on va avoir un effet d'oscillation qui n'est pas forcément très agréable. Le moteur, lui, offre des performances et des reprises acceptables pour tous les jours. En dessous de 1500 tours minute, il a quand même un petit peu de mal à reprendre et il faudra atteindre les 2000 tours minute pour avoir un peu de réactivité. On peut dépasser même en étant chargé, mais dans certaines circonstances, il ne faudra pas hésiter à rétrograder pour lui donner un petit peu plus de facilité. Le DTI se révèle un petit peu bruyant, plus aujourd'hui que quand il était neuf. C'est surtout sur autoroute qu'il se fait remarquer dans l'habitacle, en étant à environ 3500 tours minute pour 130 km/h. On n'entend pas forcément de bruit d'air pour le moment, mais c'est vrai qu'à la longue sur autoroute, le moteur devient vite gonflant. Le freinage est assuré par des disques à l'avant et des tampons à l'arrière, le tout sans ABS, qui était une option à l'époque et qui n'avait pas été installée sur ce modèle. Alors sur sec ça peut aller, même si le manque d'ABS se fait quand même ressentir. On a une distance de freinage qui reste correcte, sans plus. Il a tendance à bloquer un petit peu vite, donc les freinages d'urgence sont un peu compliqués à gérer. Il va falloir jouer du pied pendant le freinage pour ne pas rallonger les distances. Et sur mouillé, forcément, ça se complique avec le blocage, qui renforce le fait de rouler tranquillement et d'anticiper pour ne pas avoir ce type de soucis. En règle générale, les Scénic sont des véhicules qui ont pas mal roulé et qui ont été victimes des primes à la conversion. Aujourd'hui, il n'est pas forcément évident d'en trouver en bon état en France, du moins en phase 1. Moins de 60 annonces sur le Bon Coin, dont la moitié pour des pièces ou sans contrôle technique. Donc probablement une vingtaine d'annonces pour des véhicules en bon état ou en excellent état. Le Scénic phase 1 va se négocier entre 500 € pour un exemplaire en état moyen jusqu'à 2500 € pour un exemplaire en état parfait ou en bon état. Exemplaire de 1999 en version RXT avec le 1,9 litre DTI 100 ou le 1,6 litre essence. L'idéal, si vous êtes intéressé par ce modèle, c'est de viser les années 1998 ou 1999 qui sont les mieux équipés, soit avec le 1,9 litre DTI 100, soit avec le 2 litres essence en finition RXT, ou avec les séries limitées Egeus et Kaleido qui sont les mieux équipés en termes de sécurité active et passive. Si vous trouvez des modèles d'entre 1996 et 1998, l'idéal ce serait de viser au moins un modèle RXT avec l'ABS et les airbags frontaux, là aussi avec le 1,9 litre DTI 100 ou le 2 litres essence. On peut en trouver en bon état pour 1500 €, mais dans tous les cas, on aura des kilométrages élevés entre 160 000 et 220 000 km. La phase 2, elle, aura l'avantage d'un équipement plus moderne et complet par rapport à la phase 1. Il y a aussi plus de véhicules disponibles sur le marché de l'occasion. Personnellement, je trouve qu'au niveau de la qualité de fabrication, on est un poil en dessous de la phase 1. Et surtout, le DCI avec rampe d'injection est moins agréable et moins fiable que le DTI. Les prix seront placés entre 750 et 3000 € selon l'état, même si certains pros en vendent à presque 4000 € avec un état proche du neuf. Dans le cas de la phase 2, visez au moins la version RXT, RXE, Fairway ou Aigle. Si on doit résumer les points positifs et négatifs du Scénic, en positif on pourrait citer l'espace intérieur qui est plutôt ample compte tenu de la taille globale du véhicule, la luminosité de l'habitacle, même sans le toit ouvrant, le coffre, tant sur son volume que sur sa forme et son seuil de chargement inexistant, sa modularité ultra poussée et sa consommation qui est plutôt faible, du moins sur le 1,9 litre DTI. En point négatif, on pourrait citer l'absence d'ABS, du moins sur cette unité, l'insonorisation légère, un moteur qui est trop présent dans l'habitacle sur autoroute, l'amortissement trop souple qui empêche d'avoir une conduite dynamique et qui peut causer quelques frayeurs. Vous l'aurez compris, le Scénic est un véhicule plutôt malin et finalement assez polyvalent compte tenu de sa taille.
Il sera l'allié des familles au budget restreint avec son vaste coffre et ses nombreux rangements. Il reste d'actualité, même si évidemment il n'est pas forcément aussi agréable et équipé technologiquement que les véhicules actuels. Et le seul souci, ce sera finalement les zones en critères qui ne permettront pas la circulation de ce type de véhicule. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu découvrir le Scénic et peut-être changer d'avis sur lui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez évidemment lâcher un pouce bleu. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.